futur roi de France, naît François d'Angoulême. Les comtes d'Angoulême sont une branche des Valois, dynastie commençant par Charles de Valois, frère de Philippe le Bel. Le père de François est Charles d'Angoulême, un autre Charles, prénom qui sera aussi celui de son frère ennemi, Charles Quint. Sa mère est Louise, de la maison de Savoie. Le roi Louis XI l'avait par avance mariée à Charles d'Angoulême quand elle était au berceau, et que son mari avait 16 ans de plus qu'elle. C'est à Cognac, séjour plaisant qui change de l'austère Angoulême, que naît François Ier. Sous un chêne, comme il se doit, puisque cet arbre est symbole de puissance et sagesse. En ce château passèrent Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, le prince noir et la puissante famille poitevine des Lusignans, qui essaimera jusqu'au Moyen-Orient. Mais par quel miracle François et avant lui Marguerite ont-ils pu naître? Louise n'arrivait pas à être enceinte jusqu'à se croire stérile. Elle ira consulter un ermite d'origine italienne du nom de François de Paule. On dit que cet homme obtient de Dieu tout ce qu'il veut. C'est en rechignant un peu qu'il se résout à faire à Louise cette prédiction: vous engendrerez un fils et il sera roi de France. C'est Marguerite qui vient la première au monde. Puis ce sera François. Ce fils n'a pas de raison à revendiquer la couronne de France que porte actuellement Louis XII, son cousin. Seulement, lorsque meurt prématurément le père de Marguerite et François, Louis XII prend la petite famille auprès de lui. Ce seront alors Chinon, puis Blois, puis Amboise. Amboise est en continuelle construction. François a 4 ans, Marguerite bientôt 8, et voici qu'ils vont vivre dans un chantier permanent. On travaille même à la lueur des torches. Et l'enfant regarde faire, s'imprègne de l'odeur des pierres, de la musique des outils. Peut-être un de ces francs-maçons lui a-t-il soufflé le sens alchimique de la salamandre, celui du soufre incombustible. Plus tard, il en fera sculpter partout. Déjà, ces bâtisseurs, tailleurs d'images, peintres, commencent à modifier les arts à la manière de la Renaissance italienne. Italie, art, architecture, ambiance d'enfance qui deviendra celle de toute sa vie. De Cognac, Louise a emporté des livres ainsi qu'un précepteur, François Moulin de Rochefort, lequel tiendra relation avec 2 personnages d'importance, Erasme et Lefèvre d'Étaples, lequel traduira les évangiles, concourra à la réforme de l'Église de France, ici encore terreau à cette réformation que devra bientôt gérer François.
Louise, Marguerite et François forment un triangle qui, jusqu'à la fin, ne rompera point. Mais ils ne se sentent pas chez eux, et leur roi Louis se plaint. Ce garçon qui grandit l'étonne par ses facéties, ses entorses à la vie convenue. Et puis viendra la bande à monsieur François, qui mène l'éducation guerrière de l'adolescence à la gaminerie non éteinte, criant non la langue des oiseaux, mais des cris de bêtes sauvages, se frottant d'ail tout nu, mêlant de la crème de lait au mortier des maçons, glissant des lézards dans le cou des dames confites à la messe, festoyant entre gars, écuyers, pages, mais soupesant le regard des filles. Il nous créera que des ennuis, soupire Louis XII à sa femme. Celle-là, Anne de Bretagne, n'arrive pas à lui donner d'enfant mâle. D'ailleurs, elle va mourir bientôt. Et alors que leur fille Claude va épouser son cousin François, dauphin de 19 ans, mais qui déjà négocie avec les ambassadeurs, dit son mot sur les traités, et que le peuple pressent déjà comme successeur au trône, seulement Louis XII se remarie. C'est avec Marie d'York, sœur du roi d'Angleterre. Dès son arrivée, François est troublé. 16 ans, cheveux dorés, teint léger. Au fait qu'il l'accueille, le jeune prince va se dépasser. Lutte, épée, course à cheval, assaut d'un bastion, avec les fastes de cette chevalerie qu'il sera le dernier à incarner. Marie semble tant éblouie que Louise et Claude feront surveiller les chambres de François et de l'Anglaise. Anglaise sur qui le roi compte pour engendrer un garçon. Louise, apprenant que François courtise Marie, explose. Quoi, son fils irait lui-même concevoir l'héritier qui l'évincerait du trône? Alors éclate la plus belle colère qu'eut la duchesse de Savoie. Seulement loin de procréer, le roi décline. Les clercs de la Basoche chantèrent que le roi d'Angleterre a envoyé une Aquenée au roi de France pour au ciel l'envoyer. Une nuit de 1er janvier, alors que se déclenche une déracinante tempête, Louis XII expire. On comprendra comment Louise de Savoie reçoit la nouvelle. Cela fait 17 ans qu'elle attend cet instant. Bonnivet, Lamarque, Montmorency, Chabot, Bourbon tombent dans les bras les uns des autres et dans les bras de François, lequel, dès le lendemain, expédie des courriers, reçoit des diplomates, des corps constitués, le Parlement des provinces, la Chambre des comptes, les maréchaux. Et Louise devient la reine secrète. À Reims, François est sacré. Élu civilement et religieusement, il sera, tels voulaient les anciens monarques, prêtre et roi. Le sacre procède moins de la cérémonie que du mystère. Fidélité, équité, paix sont les promesses à quoi le roi s'engage. Puis, touchant les tuberculeux,
il guérit les écrouelles. Absent du couronnement, Charles d'Autriche, âgé de 15 ans et futur roi d'Espagne, envoie ses vœux d'une indissoluble amitié avec la France. Puis François fera son entrée à Paris. Déjà le nouveau roi songe à reconquérir ce Milanais que son prédécesseur a perdu. Milan, c'est le Médiolanum des Romains, un centre qui rayonne et qui commerce. Riche en agriculture, en industrie, c'est une des grandes places où s'élabore la Renaissance italienne. Et puis, la grand-mère de François est une Visconti. Ces Visconti veulent rendre Milan aux Gibelins afin qu'ils en fassent une nouvelle Rome. On imagine qu'un tel projet ne saurait plaire au pape. Alors François propose le rachat du Milanais contre 400 000 écus d'or. Ce sera un refus. Alors, bientôt, des troupes en marche convergent vers Grenoble et le duc de Milan, le roi Ferdinand d'Espagne, l'empereur Maximilien, le Vatican voyant leur possession menacée, louent des mercenaires suisses, les meilleurs guerriers d'Europe, afin de garder les passes par où une armée pourrait s'engager. Car il va falloir traverser les Alpes. Alors, si les routes sont défendues, on pratiquera les chemins périlleux. L'aventure est difficile car ils seront 40 000, soit la population de Bordeaux, avec chariots, chevaux, munitions, canons, vivres, hommes en armes qu'il faudra ravitailler, faire reposer, payer. Le duc de Savoie laisse faire l'expédition, et Bayard, dauphinois d'origine, connaît la région. L'avant-garde est commandée par le connétable de Bourbon, troupe légère faite de gens des Alpes et de Gascons, réputés les meilleurs marcheurs d'Europe. Ensuite vient le corps de bataille, 4000 fantassins de Picardie, 12 000 lansquenets allemands avec piques et hallebardes, portant culottes bouffantes, braguettes exubérantes, panaches multicolores. S'ajoutent 2000 lances, 10 000 cavaliers, avec écuyers, pages. Le roi, qui avance devant, réclame que parfois on chausse armure et harnais de parade. Tout ceci marche au son des fifres et des tambours. Une petite compagnie va faire diversion, capturant le général ennemi qui dînait. Cela jette un froid chez les Suisses et les Italiens. Pendant ce temps, s'activent 3000 pionniers et sapeurs qui, avec des explosifs, font sauter les roches, élargissent les chemins, créent des tunnels.
on hisse ou descend de lourds canons avec câbles et cabestans. Parfois ces hommes pesants d'acier vacillent et tombent. Des bêtes s'affolent, refusent de passer, sa peur et dégringolent, défilent et rompent. L'explosion qui vient de dégager un passage déclenche ailleurs une avalanche. Les torrents sont glacés, mais le soleil de juillet sèche cette armada immense, renouvelant d'Hannibal la traversée des Alpes. Au bivouac, chacun raconte comme il peut son histoire à des gens qui ne parlent ni la langue de sa province, ni celle de sa nation. Est-ce à cause de tels moments que le roi pense unifier la langue française ? Le col de l'Arche est à 2000 mètres. Mais une fois le col franchi, c'est un hurrah de joie. Par devant se déploie la riche plaine lombarde. Mais s'il fut difficile de franchir la montagne, en descendre les plus encore. Des vallées abruptes sans pitié entre des abîmes qui s'ouvrent. Ce qui fut hissé par cordes et fort d'hommes et de bêtes, il va falloir pareillement le glisser contre la paroi lisse. Maints canons rebondissent et se perdent dans les gouffres. Mais une fois la plaine gagnée, ce sera la bataille de Marignan. L'armée royale recevant juste à temps le soutien de l'armée vénitienne. Lors de la signature du traité de paix, François rencontre Léonard de Vinci. Il lui propose de l'accueillir à Paris. Au retour, et en remerciement, François et 3000 soldats processionnent dans la ville de Chambéry pour y vénérer le Saint-Suaire. Marignan est pour la France une victoire qui stupéfait l'Europe, la jeunesse de ce roi y aidant. Juin 1519, en Allemagne. La ville de Francfort frémit d'une grande agitation heureuse. On va procéder à l'élection du nouveau chef du Saint-Empire germanique, car son empereur Maximilien vient de mourir. Normalement, la couronne de l'Empire devrait revenir à Charles de Habsbourg, l'actuel jeune roi d'Espagne, puisque Maximilien était son grand-père. Mais contrairement à d'autres pays, la succession ne se fait pas par filiation, mais par votation, pareil qu'on élit les papes. Le roi de France est sur les rangs. Régner sur cette partie de l'Europe serait reconstituer cette Celtide unifiée qu'entreprirent César ou Charlemagne. Perdre l'élection laisserait la France en tenaille entre la Germanie et l'Espagne. Ce serait aussi perdre l'Italie,
alors protégé par le Habsbourg qui déjà cumule les Pays-Bas, la Franche-Comté, Naples et des terres d'Amérique. Les électeurs sont de petits rois, des évêques, des comtes et ducs allemands. Ils devraient tous voter pour Charles, mais celui-ci ne fait pas l'unanimité. La France est prospère et la victoire de Marignan résonne encore. Que ces princes se fassent acheter est un secret pour personne. Et au fil des jours, c'est de l'or à plein sac qui arrive à Francfort. La France en est à 3 millions d'écus. Et Charles Quint n'arriverait pas à suivre si un banquier, Jacob Fugère, ne lui avait conseillé de payer, mais plus tard, si l'élection réussit. Ce qui fera dire que le trône d'Allemagne appartient aux enfants d'Israël. La votation s'attardant entre banquet et conclave, Charles rassemble une armée autour de la ville qui semble là que pour faire pencher la balance. Et bientôt, un roi d'Espagne devient le roi des Germains. Charles est couronné en la cathédrale d'Aix-la-Chapelle. Alors qu'en même temps, Soliman Ier devient le chef de l'Empire turc et que dans le même temps, Luther et Louise de Savoie s'écrient « C'est un Christ qu'il nous fallait comme souverain ». Maintenant, pour François, il faut conforter les alliances, dont celle du roi Henri d'Angleterre, lequel est l'oncle de Charles Quint, puisque ces couronnes sont autant rivales que mariées tout ensemble, comme si l'Europe n'était qu'un seul être se construisant autant par conflit que par alliance. Pavie. Cette bataille, c'est le froid, l'humidité, la mauvaise nourriture, la peste qui rôde et sévit à Milan. Face à l'armée française, augmentée de mercenaires suisses, il y a les impériaux, allemands, italiens, espagnols. Les forces françaises sont d'environ 25 000 hommes, mais la moitié est faite de soldats de métier que l'ennemi soudoie pour qu'ils n'aillent pas au combat. On va guerroyer jusqu'à la nuit que trouent les éclairs des canons. Au jour suivant, perdu dans les brouillards, chaque partie des armées se bat, ignorant ce que fait l'autre, pensant voir des alliés alors que ce sont des ennemis. Mais l'artillerie française ayant éliminé de grandes vagues d'impériaux, François pense la victoire certaine. N'en voulant laisser le mérite au canon, il entre dans le corps à corps avec ses plus proches chevaliers. C'est une charge à la française, pareille qu'on faisait au tournoi. Seulement, les chevaux glissent, s'engluent, alors que tournent autour les fusiliers légers. Enjuponnés de fer, les montures versent, écrasant parfois leurs cavaliers. Le roi se bat, pensant aux 8000 Suisses pouvant changer la donne. Seulement ces Suisses sont encore à quelques kilomètres et ils détestent le combat singulier. Et puis leur morale a vacillé depuis qu'ils ont appris que, sur le marché, ils ont moins de valeur que les mercenaires allemands.
Bonivet, voyant François, le camarade de toujours, assiégé, troule la mêlée pour le secourir, mais meurt percé de piques. Son cheval abattu, le roi continue de se battre, mais assiégé par derrière s'écroule sous 30 coutiliers, couteau au poing. C'est Lannoy, conseiller de Charles Quint, qui sauve François du dépeçage. Bilan: une 60aine de gentilshommes français a été pris ou tués. 10 000 soldats furent fauchés ou noyés. Après la bataille, la soldatesque vendit les cadavres des plus grands personnages. On rachetait ces dépouilles fameuses pour le prestige, les armes, l'habit, la viande. J'aurais 2 fils comme ceux-là, à l'un je donnerai le ciel, à l'autre je donnerai la France. C'est Charles Quint qui le dira, 13 ans après les avoir fait incarcérer en rançon de leur père prisonnier. Car, après Pavie, le roi de France est en cellule à Madrid. 20 ans il avait dû attendre pour être roi. Combien devra-t-il attendre pour le redevenir? Une sorte de nuit l'entoure. Non pas de ces nuits où se complaît le Habsbourg, dont on ne sait si elles sont de dévotion ou d'illumination, mais un sentiment de perdition, d'abandon, d'impuissance, car désormais ses ennemis vont se partager le royaume de France. Et ce sentiment hante désormais le peuple. Est-ce une consolation ou un mal nécessaire? Cette femme qui soudoie les gardiens pour seulement voir François à travers un hublot, écrit à Charles Quint qu'elle s'offrirait bien en sacrifice pour sa libération. Elle écrit à Charles Quint parce que c'est sa sœur, Éléonore d'Autriche. Mais l'empereur s'inquiète. François est malade, mal nourri, succombant à l'étouffant été espagnol et sujet aux abcès. Il se trouve si mal qu'on récitera pour lui la prière des mourants. Alors, si le roi de France disparaissait en détention, que penseraient du Habsbourg les souverains d'Europe? En France, Louise se concilie l'anglais, le pape et la République de Venise. Marguerite, elle, court vers Charles Quint, sans succès, lequel soumet un traité qui va démembrer le royaume. Pendant plusieurs mois, les 2 souverains restent sur leur position jusqu'à cet accord qui libérera François à condition qu'il se marie, maintenant veuf de la reine Claude, avec la sœur de Charles Quint et la prise en otage de ses enfants. Considérant à part lui que les traités obtenus sous la crainte ne valent rien, François signe le papier. Puis va toucher les écrouelles, reçoit Éléonore, sa nouvelle épouse, et bientôt sur la frontière pyrénéenne rencontre ses 2 fils, 7 et 8 ans, qui vont, en prenant sa place, connaître la rigueur de la raison d'État. L'émotion est intense. Le roi verse des larmes, les bénit avant que leurs frêles silhouettes
s'évanouissent dans les brumes de la Bidassoa. Au retour de sa captivité, le roi doit faire face non seulement aux visées hégémoniques de Charles Quint, mais à cette poursuite qui s'est exercée pendant son absence contre les adeptes de Luther. On a torturé, tué, brûlé. Mais voici que le Habsbourg fait peur à toute l'Europe. On sait qu'il traite cruellement les enfants royaux, et les souverains se demandent si ce César ne les traitera pas un jour pareillement. La Suisse, Florence, Venise, le Vatican et en sous-main l'Angleterre, condamnant le traité de Madrid, la Ligue de Cognac réclame la libération des 2 enfants royaux et la restitution aux Forzas du duché de Milan. Alors que les troupes de l'empereur font le sac de Rome, Henri VIII et François semblent se réconcilier. Or, cela fait maintenant 4 ans que les enfants de France sont incarcérés et même privés de leurs serviteurs que Charles Quint a envoyés aux galères. 2 femmes tentent alors l'impossible. Louise de Savoie et Marguerite d'Autriche, la tante de Charles Quint. Leur cœur de femme obtient la paix des dames, qui verra les enfants échangés contre de l'or. Leur revenue en France verra naître un enthousiasme immense. Sur le chemin qui les mène à Paris, ce seront sonneries de cloches, tambours, musiques et fêtes. L'année suivante, Louise de Savoie quitte ce monde, veillée par sa fille Marguerite, qui, ayant épousé Henri d'Albret, est devenue Marguerite de Navarre. À tout désastre un faste. À Pavie répondra le camp du drap d'or. Cela faisait des siècles que les royaumes d'Angleterre et de France ne s'étaient pas rencontrés, du moins officiellement et pacifiquement. Il s'agissait là de montrer ce que chaque nation recelait de talent, de savoir, de richesse. Une sorte d'exposition universelle, où l'art, la science, la bravoure présentaient leurs émissaires. Sur les plaines de Calais, on construisit une ville spontanée. Fleurs de toile et constructions de bois écloses en quelques semaines et où circulerait une pléiade d'invités. Certains, afin de pouvoir venir et richement habillés, avaient vendu terres ou privilèges. C'était un étalage de concurrence dans ce qu'elle a de grandiose. Étalage de force, pareil qu'il prit au roi François de se mesurer à la lutte avec le souverain anglais. Bien mal lui en prit, car nous n'étions plus ici dans les pugilats d'adolescents d'Amboise. Une fois jeté à bas, le frère, le cousin d'Angleterre, se releva fâché. Et cela fit que le camp du drap d'or n'étant pas encore démonté, il rencontra Charles Quint qui par hasard rôdait non loin. Et il conclut avec lui un accord pour envahir la France. Nous étions repartis à devoir nous défendre. Et quelles armes avions-nous ? Sur le plan militaire, des armes qui tuent. On a maintenant codifié l'escrime, la rendant plus subtile que sauvage. Les canons à boulets de fer augmentent en précision et rendent inutiles les châteaux forts.
l'arquebuse, la pistole vont dépasser l'arme blanche et l'infanterie démode la cavalerie. La tactique devient un art. Et voici qu'un génial inventeur, Léonard de Vinci, esquisse des engins jusque-là inconnus, pouvant fendre les airs, nager sous l'eau, mitrailler à répétition. Mais ne serions-nous pas comme des enfants primitifs quand des flottilles d'engins pareils aux roues de feu de la Bible survolent nos territoires et particulièrement Lyon? Ne serait-ce pas eux que des peintres ont représentés dans des tableaux de commande et qui se retrouvent sculptés à Chenonceau, Blois, Châteaudun, ou à Lépine, ou à Chartres? Les rois, les papes, les astrologues, tels Nostradamus, n'en étaient-ils pas informés? Seulement il est des choses à ne pas dire si on ne veut pas goûter au bûcher. Notre arme aussi était l'échange. Cet échange qui diffuse et multiplie la vie partout, favorise les rencontres par quoi du neuf se crée. À cette fin, on entretient les routes, établit cartes et guides, crée des relais de poste. Les écluses maintiennent toute l'année la navigation fluviale. Nos mers sont porteuses d'apports agricoles, économiques et culturels, et notre marine n'est pas en reste dans la connaissance de toutes les terres de la planète. Après les Amériques, on cingle vers la Chine, le Japon, les Indes. On cherche des routes libres de toute tutelle étrangère, et l'on veut s'affranchir de cette bulle du pape, faisant qu'après Dieu, l'Amérique n'appartient qu'à l'Espagne. Ce pape soutient les Espagnols et Portugais par la raison d'évangéliser ces sauvages, car on découvre des peuples bizarres et nus. Ainsi, les topinambours mangent-ils leurs camarades soigneusement découpés en morceaux. Mais nous avons bien l'Eucharistie. Nous développions une autre force, celle de l'architecture, une manière de bâtir telle que Charles Quint devant Chambord en restera ébahi. De la close forteresse, de l'étroite maison, tout s'agrandit, s'anoblit, s'éclaire. Le renouveau venu d'Italie devient progressivement cet art à la française qui va durer des siècles. Des bâtisseurs du Moyen Âge, il reste ceux qu'on appelle les libres maçons. Ils veulent que la forme d'une ville, d'un palais, incarne les lettres, les chiffres qu'on croit ceux de la divine création. Une ville peut refléter ici-bas une des lettres de l'alphabet du ciel. Un château peut être formé autour d'un signe, tel Chambord sur la croix de vie, ou telle autre demeure sur le symbole de l'infini. Si nos demeures laissent entrer la clarté, notre esprit le doit aussi. Marguerite y travaille. François s'occupant des hommes, sa sœur s'occupe de Dieu. C'est pas que le peuple s'en occupe à point, c'est que sa relation avec lui manque d'intelligence. Les gens s'imitent les uns les autres.
Le constatant, un moine, Thomas Kempis, proposa l'imitation de Jésus-Christ. Car puisque nous forgeons sans cesse des modèles, autant prendre le plus haut. Seulement, cet exemple, le catholicisme l'avait rendu abstrait, incorporel. Selon lui, la vie, la vraie, n'était plus pour ici, mais pour un plus tard, sans lieu ni date. Alors ça n'était plus qu'adoration muette, soumission, quand ça aurait dû être liberté. Des penseurs s'étaient levés en Flandre, en Allemagne, en Italie, pour revenir au savoir des chrétiens primordiaux. Une sagesse essentiellement pratique, une instruction que les rois et papes connaissaient et effectuaient, mais que le Vatican condamnait sous prétexte d'une magie hérétique. Marguerite n'avait jamais cessé de côtoyer ces gens qui hardiment proposaient d'explorer cet inconnu qu'on appelle Dieu. Pour eux, toute religion s'élargissant au grand nombre perdait en secret, en sagesse, en sacré. Alors ce qui était maîtrise, savoir, la foule le piétinait, ou l'appelait miracle. Nous étions dans l'obscurantisme. François reconnaissait ce manque. Il voyait bien Luther, Erasme, Lefebvre d'Étaples réclamer que l'Église redevienne éducatrice. Mais la citadelle catholique était forte, prétendant gérer les âmes et les consciences, pouvant excommunier autant qu'être indulgente. Et cette justice, le peuple la croyait, la désirait divine. Mais comment lutter contre ce Vatican, ce prétendant de Dieu, et qui, bien loin d'être intemporel, tenait tant de place dans l'administration, la gestion des biens, la juridiction? C'était donc une autre guerre à livrer, joute toute diplomatique, non dans la poussière, mais dans les fumées d'encens, celle aussi des bûchers qui, même depuis Jeanne d'Arc, ne s'étaient pas calmés. Le roi avait envoyé des émissaires dans les pays lointains afin de ramener les livres de leur foi, de leur sagesse. Il fallait mesurer, comparer, comprendre ce que d'autres âmes espéraient. Dans le même temps, des écrivains et des poètes ravivaient les grands mythes ancestraux et dont le légendaire voile la réalité. Alors la faculté de théologie s'émeut, s'affole et condamne ceux pour qui Marguerite implorera la clémence. Le roi a pouvoir d'autoriser ou non des textes et ne se prive pas d'accepter l'édition de ceux se réclamant évangéliques. Cela va devenir une chasse à courre entre le Vatican et une fille aînée de l'Église, se montrant de moins en moins obéissante, jusqu'au jour où François va devoir interdire l'imprimerie au nom de la stabilité d'un État, se prétendant chrétien alors qu'il n'est que catholique. Marguerite se réfugie à Nérac, en Gascogne, qui, devenant l'équivalent du cénacle de Meaux, accueillera, protégera écrivains et penseurs. C'est son jardin des oliviers à elle, dernier rempart contre l'adversaire. Elle-même rédigera l'Heptaméron, qui est un livre codé, ainsi que le faisaient les poètes troubadours ou que le fit le Dante.
Il est dans le sud de la France et jusqu'au Piémont, une secte née à Lyon au XIIe siècle, appelée Vaudois, et prétendant vivre selon l'Évangile. Ces gens ont payé la première impression de la Bible en français afin que les fidèles comprennent ce qu'ils affirment. Trouvant dans le mouvement protestant une ressemblance, ils en proposent l'alliance. Au pape et à l'Inquisition, voulant résoudre dans l'abomination ces foyers d'hérésie, François lance des conciliateurs. Que font-ils de mal, ces Vaudois? Eh bien, lui répond-on, ces gens forts de 4 siècles d'existence et dont les églises vont du bas de l'Italie à la pointe de l'Europe préparent avec le luthérisme le renversement des trônes. Tels les premiers martyrs, ils sont armés d'une foi que les bûchers ne sauront pas éteindre. François a autant besoin du clergé et des princes catholiques que de la noblesse et des armées protestantes s'il veut combattre Charles Quint qui de nouveau menace. Et puis, il voudrait redonner unité à l'Église. Seulement le peuple a été secoué par cette affaire d'affiches partout placardées remettant en question la légitimité papale. Or, c'est du pape que le roi tient l'onction. Cédant à un forcené, le président du Parlement d'Aix, il autorise une croisade contre les Vaudois du Luberon. Ce sera un massacre, une inhumaine boucherie, bientôt applaudie par la romaine Inquisition. François en aura le regret jusqu'à la fin de sa vie. Mais avant, le roi très chrétien aura stupéfié l'Europe. Il s'est allié avec l'Empire ottoman. Comment s'associer avec des Turcs qui sont des musulmans et qui de plus verrouillent les lieux saints des catholiques et le mur des lamentations des Israélites? C'est que dans sa lutte éternelle contre Charles Quint, François cherche des alliés. Et contre cet empire des Habsbourg qui s'étend, il n'est que celui des Ottomans qui progresse. Il progresse tellement qu'il est la terreur des trônes européens. Soliman le Magnifique a écrit à François pendant sa captivité. Il se veut poète, mécène, législateur inflexible et rénovateur de la plus grande ville alors connue, Constantinople. Afin d'anéantir la flotte allemande, François lui permet d'accoster à Toulon une armada de 110 galères et 100 000 hommes. Cela multiplie les coups de main côté Espagne et côté Italie sur les possessions allemandes. Seulement, ces équipages transforment progressivement Toulon en une banlieue de la Turquie. Ils invoquent Allah dans des chapelles devenues mosquées, festoient à grands cris Falbala d'immenses sauvages, déportent des enfants pour les galères et les harems, défont le commerce par des marchandages frauduleux, répandent les contes trompeurs d'un Orient fabuleux. Ils s'incrustent tellement que le roi de France paiera 800 000 écus d'or afin qu'ils déguerpissent. En compensation, Soliman permettra qu'on construise une église au sein de sa capitale. Mais voici que par l'alliance avec les Turcs,
la France crée un protectionnisme du Levant qui va durer des siècles, la Méditerranée portant les routes d'échange entre l'Orient et l'Occident. Par elle, nous importons des soieries, des porcelaines, des parfums, des fruits exotiques, les arts du métal, des tapis. Et les turqueries sont la mode de nos couturiers et de nos gens de théâtre. On met volontiers en scène l'aventure du grand Turc avec son ancienne esclave, laquelle est devenue si jalouse qu'elle fit exécuter le favori et la famille de celui-ci. Les relations diplomatiques de notre conseil secret sont assurées par les Trinitaires ou frères Mathurins, un nom qui sent la paille, dont la mission est de racheter les soldats prisonniers de l'islam. Seulement Constantinople ne fut-elle pas le premier écrin du Saint-Suaire ? N'est-ce pas la cité de Constantin qui fit du christianisme la religion de son pays avant qu'elle embrasât l'Europe ? On peut refaire ici un centre de renouveau chrétien, rival de cette Rome que les protestants appellent la grande prostituée. C'est un projet que les princes d'Europe ne comprennent pas, vu son audace. Et pourtant, la croyance de ces peuples musulmans s'appuie sur un socle fragile. Dieu y est moins présent que son prophète, car le prophète, lui, a un visage. Et les recommandations du Coran ne dépassent guère l'existence quotidienne. Nulle altitude y saisit l'âme, nul témoignage respire la transcendance. Ce peuple se lassera-t-il d'être conduit pas à pas tels des petits enfants? En Europe, la transcendance, on la connaît par les envols d'une Thérèse d'Avila, d'un Rusbrock ou d'un Jean de la Croix. Léonard de Vinci, accueilli à Amboise, pense non seulement à l'envol de l'âme, mais à l'envol physique. Il sait qu'un jour l'être humain fendra l'air par ses propres moyens. Pour l'heure, il lui bâtit de frêles ailes de tissu et de bois. L'aéroplane, l'hélicoptère sont des pis-aller dont les nobles s'émoustillent. Seulement, quand il parle seul à seul avec François, il lui raconte qu'il a vu, est-ce en rêve ou en réalité, des indigènes volés comme des oiseaux. Et les deux hommes retournent chacun en leur château, celui de leur pensée, puisque tout être humain est roi et maître en ce château intérieur que dit Thérèse d'Avila, et qui est sa royauté propre, celle que nul humain ne pourra lui enlever.